Bienvenue dans la Minute Sahélienne, la nouvelle rubrique du 2R3S. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Emmanuel Dupuis, qui est président de l'IPSE, l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Je suis accompagné également aujourd'hui d'Élodie Verdier, analyste et coordinatrice de projet au 2R3S. Bonjour à tous les deux. Emmanuel Dupuis, j'aurais une première question à vous poser concernant aujourd'hui, nous allons traiter des perspectives de stabilisation du conflit en Libye. Alors l'ensemble des divergences qui s'expriment sur le dossier libyen compliquent davantage la sortie de crise. Selon vous, la situation en Libye pourrait-elle avoir un impact négatif sur la sécurité des pays du G5 Sahel, comme cela a pu être le cas au Mali en 2011? Alors c'est une question pertinente et particulièrement récurrente déjà au moment où l'opération Serval débutait en janvier 2013. La question était clairement posée de savoir si l'opération Harmattan, qui avait précédé l'opération française de contre-terrorisme dans le septentrion malien, avait un lien de cause à effet. D'aucuns disaient que l'afflux d'armes et que, accessoirement, un certain nombre de combattants touaregs qui constituait l'ossature d'une des forces supplétives du maréchal Kadhafi, avait migré du sud libyen vers le nord Mali. Cette question était pertinente au moment où la situation était particulièrement militairement tendue entre les différentes factions donc dans le septentrion malien. Elle l'est un petit peu moins aujourd'hui, car la question évidemment du lien de cause à effet entre l'instabilité en Libye et dans la bande sahélo-sahélienne a des convergences, mais à beaucoup plus de divergences que d'aucuns voudraient le mettre en avant. Premièrement, la question libyenne est une question qui sépare les Européens ou qui montre à quel point la coopération entre les pays européens n'est pas tout à fait la même, ou la perception est un peu différente par rapport à la menace auquel ils font face. Actuellement, au Sahel, il y a une convergence, même si elle est lente, mais elle est quand même réelle entre les pays européens qui participent qu'à un cas, si j'ose dire, à travers l'opération Takuba et à travers le soutien au G5 Sahel d'une part, à la MINUSMA de l'autre et à l'opération Barkhane. En Libye, c'est un petit peu différent. Il y a longtemps eu une divergence de point de vue ou d'appréciation entre le nord et le sud de l'Europe, peut-être même entre deux pays latins de l'Union européenne. Les intérêts de l'Italie et les intérêts de la France n'étaient pas tout à fait les mêmes. L'Italie voit évidemment la menace migratoire avec les 700 000, 800 000 migrants subsahariens qui demeurent sur le territoire libyen comme une menace immédiate à 200, 250 kilomètres de ses côtes. Donc, la stabilisation de la Libye est pour elle un élément de politique intérieure et non pas une question liée au terrorisme. Alors que, du point de vue français, votre question sous-tend ma réponse, évidemment, la sécurisation des deux pays du G5 Sahel qui sont limitrophes avec la Libye, nommément le Niger et le Tchad, sont d'une importance militaire, cinétique, pour ne pas dire essentielle quand on sait la porosité de la frontière entre le Niger et la Libye, un petit peu moins entre le Tchad et la Libye, puisque là aussi, il y a sans doute une concomitance d'agenda entre les milices Toubou et le régime et les forces armées maliennes, les forces armées tchadiennes. Par contre, évidemment, il y a maintenant une extension de la menace terroriste qui ne concerne plus seulement que la bande sahélo-sahélienne, une forme d'élasticité de cette menace et qui bien évidemment impacte au sud avec une migration de ces groupes armés terroristes vers le golfe de Guinée d'une part, et d'autre part une sorte de convergence des luttes avec un certain nombre d'organisations liées à des groupes terroristes. Daesh a été, semble-t-il, largement minoré à partir de 2015-2016 en Libye, mais elle reste malgré tout une menace. Et bien évidemment, un certain nombre d'autres groupes que l'on disait proches, que l'on dit, que certains disent proches des frères musulmans, je pense notamment à Farj libyen, l'aube libyenne, sont encore présentes sur le territoire libyen. Donc je pense qu'il y a, du point de vue européen, une convergence qui confirme l'idée sur laquelle la stabilité de l'un impacte sur la stabilité de l'autre.
et que l'extension de la menace dans tout l'ouest africain des groupes armés terroristes, que ce soit ceux liés au groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, donc d'obédience plutôt malienne, ou en tout cas opérant plutôt au Mali, ou en tout cas à la frontière entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso, n'enlève pas l'idée selon laquelle l'autre agenda, celui de l'État islamique dans le Grand Sahara, comme son nom l'indique, a un objectif qui ne se concerne pas seulement la déstabilisation ou l'instauration d'un califat, ou en tout cas l'instauration d'une menace permanente, résiliente contre les gouvernements, et que bien évidemment, ce qui se passe en Libye est un élément de convergence ou est un élément qui oblige la communauté internationale à s'entendre de la même manière qu'elle a pu s'entendre pour essayer, malgré tout, déjà depuis 7 ans, de juguler la menace terroriste. C'est la raison pour laquelle actuellement ce qui se passe en Libye ressemble peut-être davantage à la Somalie, peut-être un peu à la Syrie, ce n'est pas moi qui le dis, mais notre ministre des Affaires étrangères, et peut-être un peu moins au Sahel. Merci. Actuellement, l'opération maritime européenne Irini, dispositif chargé de faire respecter l'embargo onusien sur les armes en Libye, semble souffrir d'un manque chronique de moyens. D'ailleurs, afin que cette opération puisse s'affirmer davantage et gagner en crédibilité, un sommet, le MED7, est prévu courant septembre. D'après vous, les violations récurrentes de cet embargo ont-elles contribué à une augmentation du trafic d'armes au Sahel ? Oui, alors c'est là aussi une question tout à fait pertinente, car l'embargo sur les armes remonte à 2011, précisément février 2011, résolution 1070. Il était précisé qu'aucune arme ne devait rentrer dans le territoire libyen, sans que l'on précise si c'était par voie terrestre, par voie maritime, par voie aérienne. Je dis terrestre parce qu'il y a l'importance des pays limitrophes, 1115 km de frontières communes entre la Libye et l'Égypte. D'ailleurs, le président Al-Sisi ne cesse de dire que l'impact de l'instabilité en Libye est immédiat sur la résurgence des attentats et de l'instabilité et de l'insécurité en Égypte. On dit que 12 millions d'armes légères et de petit calibre circuleraient de part et d'autre de cette frontière, qui est accessoirement maintenant de plus en plus armée, de plus en plus gardée. On le sait depuis que le Parlement de Tobrouk a autorisé l'utilisation éventuelle de l'armée égyptienne qui pourrait du coup faire comme l'a fait la Turquie, c'est-à-dire répondre à une demande de participation militaire et de présence militaire sur les territoires égyptiens. Donc oui, l'embargo sur les armes a été constamment violé depuis qu'il a été mis en place en 2011. Il a été d'autant plus violé que l'opération dont vous faites état, EUNAVFOR Med Irini, a succédé à une autre opération, EUNAVFOR Med Sophia, dont le but n'était pas tout à fait le même. Le but de l'opération Sophia était de secourir les migrants, de faire une sorte de plastron, d'assurer un blocus naval, mais bien évidemment en ne se préoccupant pas seulement que de la question de l'armement, pour faire en sorte qu'il y ait non seulement un minimum d'éléments de capacité de sauvetage en mer, mais de faire en sorte que les ingérences internationales ne viennent pas perturber cette situation déjà ô combien difficile entre l'Est et l'Ouest de la Libye. Précisément, l'embargo sur les armes ne dit pas qu'un certain nombre de pays ne peuvent pas utiliser les voies aériennes. Et c'est peut-être là qu'est le principal problème. Une des raisons pour laquelle l'opération Irini manque de moyens ou manque d'ambition, c'est que tout simplement, il y a un hiatus, des divergences entre les pays européens sur la finalité de cette mission. Est-ce que cette mission vise à empêcher la Turquie d'amener des hommes et du matériel en direction donc de l'Ouest libyen, qui accessoirement est issu d'une résolution onusienne elle-même, puisque le gouvernement de l'accord national résulte d'un processus onusien validé par les 5 membres du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale des Nations unies en 2016. Mais la question, évidemment, de l'embargo est une question qui sous-tend une autre question, celle de l'ingérence internationale. Il n'est pas précisé, et en tout cas jusqu'à présent, peut-être que les prochaines semaines montreront la détermination d'un certain nombre de pays européens, je pense notamment à la France, qui ne cesse d'accuser la Turquie, en omettant peut-être un peu, peut-être même trop,
le rôle d'autres pays, je pense notamment aux Émirats arabes unis, qui sont un soutien militaire massif du maréchal Haftar, en tout cas depuis qu'il a lancé son offensive, désormais infructueuse, visant à, entre guillemets, avec beaucoup de guillemets, libérer Tripoli depuis le lancement de cette opération en avril 2019. Donc l'opération Irini est d'une certaine façon la résultante de l'incapacité européenne à s'entendre sur la finalité de cette mission. Un certain nombre de pays, je pense notamment à l'Autriche ou à la Hongrie, ont été très fermes en disant que cette opération ne devait pas se dérouler à l'est de la Libye, tout simplement parce qu'il aurait été obligatoire que les bateaux de l'Union européenne prêtent secours aux réfugiés. Et là, il y a eu un net catégorique de Sébastien Kurz, le chancelier autrichien, ou de Viktor Orban, le Premier ministre hongrois. Donc on a été obligé de choisir des couloirs, des corridors dans lesquels les bateaux européens peuvent agir. Deuxième élément, puisqu'il s'agit évidemment d'une confrontation et on l'a bien vu il y a quelques semaines, quand une frégate française s'est retrouvée face à 3 frégates turques avec quasiment, à l'aube d'une quasi-obligation d'ouvrir le feu, si j'ose dire, que cette situation concerne la Turquie dans ses relations avec les pays de l'Union européenne, notamment ceux qui patrouillent en mer, c'est-à-dire les bateaux grecs, les bateaux italiens et les bateaux français. Troisième élément, mais je serai beaucoup plus bref pour répondre de manière plus succincte à votre question, la concomitance des missions. Il y a 2 missions actuellement au large des côtes libyennes. Il y a la mission que vous évoquez et il y a la mission de l'OTAN, Sea Guardian. Et donc la question est un petit peu compliquée pour savoir si les bateaux turcs qui appartiennent à l'OTAN et qui pourtant sont aussi partie prenante de l'opération Sea Guardian peuvent être légitimement opposés ou dans une forme de divergence de finalité de mission avec l'opération qui n'engage pas la Turquie, mais qui engage bien d'autres membres européens de l'OTAN, nommément la Grèce, la France et l'Italie. Et c'est une question qui sous-tend une dernière divergence, c'est que à force de focaliser sur la Turquie et les violations de cet embargo, on en oublierait presque que cet embargo ne représente pas tout à fait la quintessence de ce qu'il faudrait pour stabiliser la Libye, car au-delà des armes qui arrivent dans les ports de Misrata ou de Tripoli pour soutenir le gouvernement de l'accord national, il y a les armes qui arrivent de l'autre côté, nommément donc à Tobrouk ou à Benghazi, qui là sont la résultante de coopérations militaires anciennes, comme je l'ai expliqué, les Émirats arabes unis, la Russie et bien évidemment l'Égypte. On pourrait y rajouter l'Arabie saoudite, mais c'est oublié, et on en revient à la question du Sahel, qu'il y a aussi une autre violation, c'est la frontière entre le Soudan et le sud libyen, le Grand Fezzan, où, comme je le disais, la porosité des armes, des personnes qui peuvent circuler entre le Niger et le Tchad. C'est la raison pour laquelle on s'oriente vers une régionalisation du processus de stabilisation et de règlement de ce conflit. J'en veux pour preuve la récente mobilisation très active d'Abdelmajid Tebboune, le président algérien, qui désormais a en sa capacité la possibilité pour les forces armées algériennes de pénétrer en territoire libyen, réforme de la Constitution aidant, article 95 de la Constitution algérienne, la nouvelle Constitution algérienne qui va être en discussion, et que bien évidemment cela change beaucoup la donne, où l'on verra sans doute les pays limitrophes, l'Algérie, le Niger, un petit peu moins le Tchad, parce que le Tchad a quand même une proximité assez forte avec le maréchal Haftar, jouer beaucoup plus pragmatiquement et résolument leur rôle de facilitateur d'une phrase. La question libyenne ne peut qu'être traitée entre les Africains. C'est la raison pour laquelle, en 2019, le président du Congo, Denis Sassou Nguesso, a été chargé d'une médiation qui n'a pas abouti ou qui a été très faible dans sa finalité, mais encore une fois, à force de dénoncer les ingérences internationales, on oublierait que nous-mêmes sommes un petit peu en porte-à-faux, nous, Français et Européens, alors même que la situation concerne la stabilité de ce pays par rapport aux 700 000 à 800 000 migrants subsahariens qui s'y trouvent, par rapport aux 12 millions d'armes légères et de petit calibre qui circulent de part et d'autre des frontières entre la Libye et l'Égypte, et les 3 000 tonnes, et j'en terminerai par là,
de matériel qui ont quitté le territoire libyen depuis la chute de Mouammar Kadhafi.